après la séance de Dr. Paul Martin ce matin, donc le président Guillaume, ben, je vous accueille à la première séance de présentation de la journée. Mon nom est Jean-Benoît Cormier-Landry, je suis coordonnateur scientifique du CIRS et je fais partie du comité d'organisation avec Guillaume et qui a, entre autres, qui a présidé la séance de ce matin d'ouverture, parce que je reviens un peu de mes émotions, de ma double identité dans la salle. Donc, je vais reprendre là, certaines petites informations qu'il a transmises au moment d'ouvrir la séance de ce matin au niveau de la technique et du format et du fonctionnement de la séance. Ces informations s'appliquent à la prochaine aussi, à la barre de laquelle je serai ici donc à 11h35, à peu près. Donc, comme la précédente et comme les autres de ces 3 jours-ci, la séance est enregistrée, la séance Zoom est enregistrée et ça comprend aussi les commentaires qui sont faits via le module de chat en mode public, ceux que vous envoyez en mode privé à vos collègues ou amis ne le sont pas, bien évidemment. Les caméras à l'entrée dans la salle sont désactivées. Bien sûr, on vous encourage à les allumer, à les rendre opérationnels au moment où vous le jugez opportun selon votre préférence. Durant la séance, comme c'est déjà le cas ici dans le module chat, certaines informations seront données pour faciliter là, le fonctionnement et le bon déroulement de la séance. Vous pouvez bien entendu utiliser ce clavardage-là pour partager des informations que vous jugez pertinentes avec l'ensemble de l'assistance. Donc, cette séance-là comportera 3 présentations. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'en donner le titre. Je vais le faire maintenant. Donc, c'est la première de 2 séances de communication qui s'intitule « Les attentes envers les nouvelles technologies, un milieu et ses discours ». Donc, cette séance comportera 3 présentations. Un temps total de 25 minutes est accordé par présentation. Ce temps inclut donc 5 minutes de questions et réponses après chaque présentation. Donc, l'implication de tout ça, c'est que si vous débordez de votre présentation, eh bien, le temps alloué aux questions est coupé d'autant, ce qui n'est pas dramatique puisqu'on peut les reprendre à la discussion après en discussion de fin de journée. Au moment opportun, vous serez amené, si vous avez une présentation visuelle à faire, à partager votre écran. Vous serez en mesure de le faire dès que j'aurai départagé mon écran à moi. Ensuite, donc, vous êtes toutes et tous, comme dans les séances précédentes, invités à rédiger vos questions dans le module de chat. On pourra les relayer aux participants au moment opportun. Si vous vous sentez plus à l'aise de faire oralement en vous adressant directement à l'intervenant ou à l'intervenante à laquelle vous adressez votre question, vous pouvez le faire en utilisant la fonction « Lever la main » du logiciel Zoom, la petite main habituelle. Évidemment, on vous demande pour les interventions plus générales, les questions très larges ou qui s'adresseraient à plusieurs intervenants simultanément, de les conserver pour la pause ou pour la discussion de fin de journée là, à laquelle on vous convie, bien entendu. Donc, comme je disais plus tôt, cette séance comporte 3 présentations. La première de ces 3 présentations-là est celle de notre collègue ici, Guillaume Dandurand, que vous avez eu l'occasion de voir ce matin. Sa présentation, s'intitule L'humanitaire, l'expertise et les promesses de l'intelligence artificielle. Guillaume Dandurand est un anthropologue intéressé par les questions culturelles et politiques qui sont soulevées par l'utilisation de technologies dans des contextes post-coloniaux. Guillaume est stagiaire postdoctoral à l'Institut national de recherche scientifique, à l'INRS, et il travaille sous la direction de Jonathan Roberge à l'INRS toujours et Fenwick McKelvey à l'Université Concordia sur l'analyse comparative transnationale de la construction sociale de l'intelligence artificielle. Donc, Guillaume, je t'invite à prendre la parole dès que tu es prêt et je départage mon écran dès maintenant. Voilà. Bonjour, juste donne-moi une petite seconde.
Bonjour, merci pour l'intro Jean-Benoît et merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume et aujourd'hui, je vais faire une communication sur l'humanitaire numérique qui s'intitule L'humanitaire, l'expertise et les promesses de l'IA. Est-ce que vous voyez bien l'écran? J'imagine que oui. Oui. C'est moi qui fais la communication, mais les analyses que je vais vous présenter aujourd'hui, elles sont tirées d'un travail partagé avec 3 autres chercheurs, François Claveau, Florence Millerand et Jean-François Dubé. Je les mentionne aussi parce que leur contribution était centrale au projet. Cela dit, ce que je dis aujourd'hui n'engage que moi. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière de la Chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique, le CIRST, le Lab CMO, MITAX et la chaire de recherche, pas la chaire de recherche, mais SHERC, le Centre de recherche en sciences humaines. Je ne me souviens plus comment. Le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Aussi, les analyses que je vous présente aujourd'hui, elles sont tirées d'un article qu'on a publié dans la revue Engaging STS, qui a été coécrit avec François Claveau, Florence Millerand et Jean-François Dubé. Je voudrais commencer la communication avec une citation qu'on a tirée d'une demande de financement faite en 2017 par un groupe d'humanitaires avec qui on collaborait. La demande de subvention visait à financer la conception d'un système d'information géolocalisé qui allait être alimenté par l'intelligence artificielle. Donc, ça s'appelle on appelle ça un GIS, en fait, en anglais. Ce sont des cartes sur lesquelles on inscrit des informations. Les GIS, ça existe depuis les années 50, mais la particularité de ce GIS-là, qu'on voulait développer dans le milieu humanitaire, c'était qu'il allait être automatisé et qu'il allait comprendre des fonctionnalités qui étaient animées par l'IA. Je vous lis la citation. Le projet en question leverages artificial intelligence as a mode of assisting human agents and operators. AI assistants can automate time-consuming tasks, aid in data collection and management, enhance user capacities and capabilities, and ensure emergency specialist focus on complex analysis and decision-making. Dans la demande de subvention, qui compte à peu près 750 mots, il n'y a aucune mention de la technicité de l'IA. C'est une question qui a surgi beaucoup plus tard dans le processus de développement du GIS. Ce qui compte ici, c'est l'expression de la promesse et ce qu'elle va générer. La seule mention que l'IA peut améliorer la capacité des utilisateurs est suffisante pour convaincre du bien fondé d'un investissement dans le développement technologique. Et pour cause, quelques mois plus tard, nos partenaires ont reçu le financement sur la base des promesses que je viens de vous énumérer. C'est ce qui nous a intéressés dès le début et c'est l'objet de la communication aujourd'hui. C'est justement cet écart-là entre les attentes technologiques, les promesses de l'IA et les embûches à la réalisation de ces attentes-là. Je vais poursuivre la discussion dans quelques instants, mais avant, je trouvais ça important de vous donner un peu de... Je pense que je suis... Ah non. Je trouvais ça important de vous donner un peu de contexte sur ce qu'on appelle l'humanitaire numérique et l'approche qu'on a choisi d'emprunter. Je vais aussi dire quelques mots sur les 6 propositions générales qui émanent de la sociologie des attentes et des leçons qu'on tire du travail de Robert Evans et Harry Collins sur l'expertise et l'expérience. Puis, je vais compléter la communication en discutant de nos analyses tirées du travail de terrain qu'on a fait avec l'organisme partenaire, l'organisation partenaire. Donc, un GIS, c'est l'intégration de la technologie dans la pratique de l'humanitaire. Et puis, cette intégration-là, elle vise à favoriser la collaboration de différents acteurs qui soient impliqués de près ou de loin dans les crises humanitaires. Il y a une dizaine d'années, quand on parlait d'humanitaire numérique, on faisait surtout référence au crowdsourcing, mais il y a des limites au traitement de l'information qui peut être fait par des humains, aussi nombreux soient-ils. C'est là que l'intelligence artificielle séduit. Selon Patrick Meyer, qui est un pionnier de l'humanitaire numérique, l'IA peut rendre l'action humanitaire très, très efficiente. Donc, le projet de recherche qui a été mis en place, c'est un projet de recherche collaborative, de recherche-action avec une organisation humanitaire. Nous, on amenait une expertise sur l'épistémologie pratique de l'humanitaire numérique et de l'intelligence artificielle. Et en échange, nos partenaires nous ont ouvert la porte à l'étude de la conception technologique dans le milieu de l'humanitaire. C'est en quelque sorte le projet de recherche collaborative en soi. Ça a été le début d'une réflexion sur la position des acteurs dans la conception de l'innovation
et leur contribution à la réalisation de ce projet-là. Et pour préserver la confidentialité des interlocuteurs et des interlocutrices, j'ai anonymisé le nom de l'organisme partenaire et le nom du projet. Je vais utiliser Virtail pour parler du projet en soi et puis du GIS là, qu'on voulait réaliser. Pour analyser la promesse de l'IA dans l'humanitaire, on s'est tourné vers la sociologie des attentes, qui définit de manière assez générale l'attente technologique comme une représentation présente des capacités et des possibilités du futur technologique. On a emprunté cette définition-là à Borup et collègues. Et de la sociologie des attentes, on a tiré 6 propositions générales, et ces 6 propositions-là ont encadré notre lecture des activités de développement technologique du GIS de Virtail. Je vous les présente rapidement, ces 6 propositions-là, pour présenter comment on articule les travaux de Evans et Collins à la sociologie des attentes. Donc, la première, c'est que les attentes ont une valence. Donc, les attentes et les promesses ne sont jamais neutres. Elles sont souvent positives, mais elles peuvent aussi être négatives. La deuxième, c'est que les attentes peuvent être très génériques ou précises. C'est une chose de prétendre aux capacités futures des robots, mais c'en est une autre de formuler des attentes sur les applications futures des réseaux de neurones convolutifs pour améliorer la distribution de ressources dans un contexte de désastre naturel. La troisième proposition générale, c'est que les attentes ont une temporalité, donc l'intensité de certaines attentes change dans le temps. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, quatrièmement, les attentes sont aussi performatives, c'est-à-dire que la valence des attentes et leur intensité agissent sur les procédés de développement technologique, comme les promesses de l'IA en contexte humanitaire. La cinquième proposition générale, c'est que les attentes sont le fruit de dynamiques sociales entre les attentes collectives et celles qui sont spécifiques à des individus. C'est une idée qu'on tire d'un papier de Cornelia Conrad. Une attente collective, c'est une attente qui est partagée par un groupe de personnes, alors qu'une attente spécifique propre aux acteurs est attribuable à quelqu'un en particulier. Et puis finalement, les attentes spécifiques aux acteurs, donc pas les attentes collectives, mais celles qui sont propres à des personnes, elles sont distribuées de manière hétérogène à travers différents groupes sociaux. Donc, par exemple, un anthropologue et un expert en informatique formulent des attentes envers l'IA qui peuvent être semblables, mais qui ne seront vraisemblablement pas formulées de la même façon parce qu'ils n'ont pas la même compréhension de la technicité de l'objet. Donc, c'est sur cette dernière proposition-là des attentes c'est sur cette dernière proposition-là qu'on a mis en discussion les travaux de Evans et Collins avec la sociologie des attentes. Un expert a une compréhension très fine de son champ d'expertise, ou comme le définit Collins, il a une aisance avec les manières d'engager et de penser d'une communauté ou d'un domaine, ce qui l'amène à pouvoir formuler des attentes spécifiques qui peuvent être très, très bien articulées ou très précises. Donc, on ne situe pas l'expertise dans la dichotomie connaître versus ne pas connaître, mais bien dans l'aisance qu'une personne peut avoir avec un objet ou un domaine particulier. Dans l'étude de cas de la conception de Virtail, par exemple, on utilise deux catégories d'expertise développées par Evans et Collins. La première, c'est l'expertise contributive, qui signifie la capacité à pouvoir contribuer à la construction ou au développement d'un objet ou d'un domaine. Et la seconde, c'est l'expertise interactionnelle, qui est la capacité à communiquer avec d'autres acteurs à propos d'un objet ou d'un domaine, sans toutefois pouvoir contribuer à la construction ou au développement de ces domaines ou ces objets-là. Dans le reste de la communication, je vais utiliser les 6 propositions générales que je viens de vous mentionner et les catégories d'expertise d'Evans et Collins pour comprendre l'effet de la promesse de l'IA sur l'innovation technologique en contexte humanitaire. Ce que je vais vous présenter suit quand même assez bien la courbe de la temporalité des attentes qu'on voit sur la diapositive, c'est-à-dire un engouement certain pour l'IA au début, tout de suite après la demande de subvention, et une chute dramatique des attentes lorsque les parties prenantes réalisent que les promesses de l'IA, en fait, ne seront jamais satisfaites. Donc, c'est à ça là, que Virtail ressemblait, une carte géographique sur laquelle plusieurs points géolocalisés sont identifiés.
Chacun des points rouges contient une information provenant de la mémoire institutionnelle de l'organisation. Et l'une des fonctions de Virtail, c'était de devenir un système d'information où toutes les archives de l'organisation allaient être déposées et structurées. Le tagline de Virtail, c'est d'avoir des yeux virtuels sur le monde, de construire une plateforme utile aux humanitaires. Donc, l'idée maîtresse derrière le GIS, il s'appuie sur le travail d'une humanitaire qui passe son temps à surveiller ce qui se passe dans la région, dans son furteur. Et puis, l'idée, c'est de combiner toutes les informations qu'elle pouvait trouver sur Internet en un seul endroit. La seconde fonction de Virtail, c'est d'amener la plateforme à automatiser ce travail de surveillance-là. Et tant qu'à automatiser ces tâches-là, les humanitaires se sont dit, pourquoi pas utiliser l'intelligence artificielle pour rendre la plateforme intelligente. Donc, revenons à la demande de subvention, si vous le voulez bien, pour expliquer d'abord 4 propositions générales de la sociologie des attentes que j'ai abordées. De un, ici, les attentes envers l'IA ont une balance positive. On mise sur l'IA dans le développement de Virtail parce qu'on pense que l'IA va contribuer de manière positive à la plateforme. De deux, les attentes envers l'IA sont génériques. Elles ne sont pas spécifiques à la technicité de la chose. De trois, les attentes changent dans le temps, puis on va le voir d'ici la fin de la communication. Et de quatre, les attentes sont performatives, elles créent quelque chose. Donc, peu de temps après l'émission de la promesse envers l'IA, les humanitaires ont reçu les fonds de l'organisme subventionnaire, puis ont débuté la conception de Virtail. Puis éventuellement, les humanitaires ont dû s'attaquer à la mise en chantier d'une fonctionnalité de l'IA, puisqu'elle était si centrale à la demande de subvention. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des tensions plus marquées dans l'équipe. Dans l'humanitaire, les modalités de travail sont différentes qu'elles peuvent l'être dans le privé. Les ressources sont plus limitées, ce qui fait que dans ce type de projet-là, de conception technologique, les humanitaires doivent construire des partenariats avec d'autres experts. Et dans l'équipe derrière Virtail, il y avait deux types de spécialistes. Un des humanitaires de profession là, qui travaillaient pour l'organisation partenaire, et une équipe de chercheurs qui avaient de l'expérience dans la mise en place d'un système d'information géolocalisé, là, un petit peu comme Virtail. C'est d'ailleurs cette équipe-là qui a rédigé la demande de subvention. Quand est venu le temps de débuter la conception des fonctionnalités de l'IA en 2018, il y a eu des frictions entre l'équipe de recherche et les humanitaires. Les attentes spécifiques propres aux acteurs étaient différentes pour les deux types d'acteurs. Les chercheurs voulaient mettre en place un chatbot intelligent à travers lequel n'importe qui pourrait partager des informations avec les travailleurs humanitaires via Virtail. Donc, par exemple, de créer un point sur la carte pour indiquer aux humanitaires qu'une route est bloquée ou qu'il y a de l'eau disponible à quelque part. Donc, les individus allaient communiquer avec le chatbot sur Facebook et le chatbot allait traduire cette conversation-là par un point d'information sur la carte. C'est ce projet-là que les chercheurs voulaient, cette fonctionnalité-là que les chercheurs voulaient réaliser. Et la raison pour laquelle les chercheurs voulaient mettre cette fonctionnalité-là en place, c'était parce qu'ils possédaient l'expertise contributive pour pouvoir faire ça. Donc, ils avaient déjà développé des chatbots pour une autre organisation dans un projet semblable et étaient capables de produire le même genre de fonctionnalité. J'ai mis le mime sur la diapo parce que, en fait, dans ce chatbot qu'ils voulaient créer, il n'y avait pas vraiment d'IA. C'était plus quelque chose de smart, mais il n'y avait pas d'IA. Quant aux humanitaires, ils n'étaient pas du tout intéressés au chatbot. En raison de leur expertise contributive dans la pratique de l'humanitaire, les humanitaires considéraient cette fonctionnalité comme complètement inutile. Dans l'organisation partenaire, les humanitaires préfèrent s'appuyer sur un réseau construit avec les autres acteurs locaux de la société civile plutôt que d'utiliser en temps de crise des informations qui viennent de n'importe qui. Dans la culture organisationnelle de l'organisme partenaire, on privilégie la communication avec des acteurs en qui on a confiance. Donc, développer un chatbot n'a donc aucun sens. Ce que les humanitaires voulaient, c'était de développer une fonctionnalité IA capable d'aller chercher parmi la masse d'informations archivées sur la plateforme, puis d'informations compilées là, au fil des années, des informations qui allaient être utiles à l'action humanitaire. Donc, l'idée du chatbot a été abandonnée.
Et comme vous le voyez sur la diapo, l'équipe s'est concentrée à développer une fonctionnalité qui pouvait présenter toutes sortes d'informations pertinentes provenant des archives de l'organisation, comme des rapports internes, des contacts dans la région, les interventions qui sont déjà en cours, des sites Internet, etc., etc. Puis ça, ce que je vous ai mis sur la diapositive, c'est un exemple fictif. En fait, la fonctionnalité, je vous vends le punch un peu, mais la fonctionnalité ne s'est jamais rendue là. Dans le processus de négociation des attentes spécifiques envers l'IA, propres aux acteurs, on voit que le contenu des attentes est distribué de manière hétérogène. Et ici, les expertises contributives et interactionnelles des acteurs ont joué un rôle déterminant dans le choix de la fonctionnalité de l'IA à développer. D'un côté, les chercheurs avaient l'expertise contributive pour développer un chatbot, mais ils n'avaient pas l'expertise interactionnelle pour comprendre la culture organisationnelle des humanitaires avec qui ils collaboraient. Et de l'autre, les humanitaires possédaient une expertise contributive de la pratique de l'humanitaire et connaissaient quels outils risquaient de fonctionner ou non, mais ils avaient une vision plutôt romancée des possibilités liées à l'IA et ne possédaient pas l'expertise interactionnelle pour en saisir la technicité. Bref, personne n'avait l'expertise pour réaliser les promesses de l'IA. L'équipe s'est donc tournée vers des spécialistes en IA pour développer ce qu'on appellera le bouton « Analyse » au centre de la diapositive, c'est-à-dire un bouton capable d'aller pêcher dans la mémoire institutionnelle de l'organisation n'importe quelle information pertinente à toute crise humanitaire donnée. Et à l'été 2018, les humanitaires, quand même excités, essaient... Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui me Skype. Donc, en 2018, les humanitaires étaient quand même excités par le bouton Analyse. Ils l'essaient pour la première fois et les résultats sont catastrophiques. Pour un événement simulé dans le delta du Bengale, le bouton rapportait des documents sur des missions humanitaires qui ont lieu en Afrique de l'Est. Donc, dans les semaines qui suivront, les spécialistes en IA essaieront d'adapter le bouton Analyse, mais la fonctionnalité IA de Virtae fonctionne tellement mal que les humanitaires ne la présenteront jamais à l'organisation partenaire et à l'organisme subventionnaire. Ce que vous voyez sur la diapositive, ce sont les résultats d'un test qu'on a fait ici, François et moi, et on avait toujours le même retour, c'est-à-dire qu'on nous affichait, après avoir cliqué sur le bouton Analyze, that there is no information available for the requested event location. L'expérience du bouton Analyze a donc été abandonnée et c'est à ce moment-là que les attentes envers l'IA chutent dramatiquement, complétant ainsi la première partie du cycle de la temporalité des attentes. La valence envers l'IA est toujours aussi positive. On est convaincu qu'un jour, l'IA sera capable de rendre l'action humanitaire plus efficiente, mais l'équipe de développement réalise qu'ils n'ont pas l'expertise contributive et interactionnelle pour mettre en place une telle fonctionnalité. En guise de conclusion, je voudrais simplement souligner que dans le cas de la promesse de l'IA dans l'humanitaire, la sociologie des attentes et les travaux de Evans et Collins sur l'expérience et l'expertise nous ont permis d'identifier des éléments qui permettent d'expliquer, en partie du moins, les raisons pour lesquelles la réalisation d'une fonctionnalité d'IA n'a jamais eu lieu. Pour que le développement technologique soit fructueux, ça prend l'expertise pour pouvoir développer la technologie en question et ça prend des connaissances du milieu d'application de la technologie. Pour la réalisation de la promesse technoscientifique, les acteurs impliqués dans la conception technoscientifique doivent aussi posséder l'aisance pour pouvoir entrer en conversation avec les autres parties prenantes. Comme l'innovation est sociale, ce qui est fondamental au développement technologique, c'est l'articulation des types d'expertise contributive et interactionnelle pour s'assurer que tout le monde travaille ensemble à la réalisation du même projet. Donc, merci pour votre attention. Merci, Guillaume, pour cette présentation. Écoute, je vois déjà des mains levées, donc je vais céder la parole. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas l'ordre dans lequel les questions arrivent, mais ce que je vois ici, je peux déjà en prendre une. Là, j'ai
est-ce que j'ai mélangé? Ah, voilà. J'ai ici Mme Claudia Pelletier, à qui je vais céder la parole pour une première question. Votre micro est ouvert. Je crois qu'on peut vous entendre. Parfait, merci beaucoup. Merci pour la présentation, très intéressant. Je suis professeur de système d'information à l'UQTR et je vois beaucoup de parallèles. En fait, c'est peut-être un commentaire plus qu'une grande question, mais ce que j'ai vu dans votre présentation est un grand classique de la gestion du changement technologique et de ses défis. Où la gestion des attentes est au cœur même de notre triangle de faisabilité lorsqu'on fait un projet technologique. Et ce que j'entends dans votre domaine de la sociologie, de l'anthropologie me rassure, mais en même temps me conforte aussi dans la nécessité. Vous avez parlé d'une approche techno-scientifique. Nous, depuis les années 90, disciplinairement, on est plus versé dans l'approche socio-technique où on dit que le socio vient avant le technique. Mais avec l'arrivée de l'IA, on a vu revenir, moi je dis qu'on est revenu à la préhistoire un petit peu, là. On a vu revenir cette espèce d'approche technocentrée extrêmement technique, extrêmement centrée sur l'outil lui-même, sans égard à ses influences sur la portée, la durée et les fameuses attentes. Alors, moi, je voudrais juste savoir si dans l'équipe du projet, il y avait quelqu'un qui pouvait faire ce lien entre l'aspect technique qui manifestement était à la source de beaucoup de désillusions et les autres agents humanitaires qui étaient en fait la cible et la source de ce projet-là. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans cette équipe-là où là, on était vraiment sur deux pôles très opposés? Ben, en fait, dans l'équipe initiale là, que je vous parlais tout à l'heure, les humanitaires et l'équipe de recherche, avait, c'était une équipe multidisciplinaire. Donc, il y avait des gens qui faisaient du coding, là, des informaticiens, mais il y avait aussi là, des chercheurs en sciences sociales qui tentaient de faire le lien ou le pont, si on veut, entre c'est l'infrastructure sociale autour de la technologie. OK. Mais en même temps, il faut comprendre que dans le milieu, dans les contextes vraiment appliqués, ben, vous le savez probablement, là, dans les contextes vraiment appliqués, on est tout le temps à la recherche de ce que je comprends, là, puis je ne suis pas un spécialiste, là, mais de cette étude de cas-là, ce qu'on peut voir, c'est que les gens sont à la recherche de solutions pour des problèmes immédiats. Et donc, oui. il y a tout le temps donc, nous, au départ, dans notre collaboration, dans ce projet-là, c'est ça. On a passé 3 mois à essayer de bâtir des présentations, puis de parler d'épistémologie pratique, de systèmes sociotechniques, de parler des infrastructures sociales, justement, qui supportent là, des technologies. Et puis ça, c'est dans un contexte appliqué, c'est trop... ça ne fonctionnait pas bien. La réception n'était pas tellement bonne parce que ça ne répond pas aux problèmes immédiats de l'entreprise, pas de l'entreprise, mais de l'organisation. J'aurais dit exactement la même chose à un entrepreneur pour qui l'IA est devenue la solution à tous ces problèmes, pénurie de main-d'œuvre, innovation, etc. Alors, je vois des très beaux parallèles à faire avec les systèmes d'information, la discipline des systèmes d'information. Merci vraiment beaucoup. Très intéressant comme présentation. Merci pour Et j'ai bien question. noté votre théorie de la sociologie des attentes que je vais assurément intégrer quelque part. Ah, c'est bien gentil. Merci. Merci, Mme Pelletier, pour cette question. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres mains levées ou je n'ai pas reçu de questions par texte. Moi, j'en aurais une que je me permettrais de poser, Guillaume, de manière un peu naïve. Mais je me demande, tu as fait une allusion assez rapide au fait que des résultats ou certains modules n'avaient pas été transmis à l'organisme motionnaire puisque ça avait été... en tout cas, une partie de la recherche avait été... on avait décidé de mettre un terme à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui existe selon ton expérience, qui peut être partielle ou non, peu importe, chez les organismes subventionnaires d'avoir un feedback ou d'exiger un genre de feedback sur ces promesses-là du point de vue technique?
Ouais. Ben, ce qui arrive, tu sais, comme là, j'ai essayé de rentrer une longue histoire plus complexe dans le temps qui m'a été imparti, mais ce qui est arrivé, c'est qu'après avoir essayé le bouton analyse, les humanitaires étaient en contact régulier avec d'autres factions de l'organisme partenaire, d'autres groupes à l'intérieur de l'organisme partenaire et de l'organisme subventionnaire. Puis, pendant un bout de temps, là, il y a toujours eu cette attente-là d'essayer d'intégrer le bouton analyse. Ça ne fonctionnait pas du premier coup, mais pendant plusieurs mois, ils ont essayé de trouver des solutions pour le rendre fonctionnel. Donc, entre-temps, il n'y a pas eu cette communication-là du le bouton ne fonctionne pas. Puis éventuellement, la fonctionnalité de l'IA a simplement été mise de côté pour se concentrer sur d'autres fonctionnalités du GIS. Donc, c'est ça. Mais je ne dirais pas, là, je ne veux pas mettre l'organisme partenaire dans le trou non plus. Comme ils ont ils ont rempli le mandat de créer un GIS. Finalement, le projet a été abandonné, mais ils ont quand même rempli ce mandat-là. Puis, mais c'est juste la fonctionnalité de l'IA qui n'a jamais été réalisée. Là. Puis aussi, le projet a été abandonné, aussi, je dois mentionner, là, mais je ne veux pas mettre l'organisme partenaire dans le trouble, non. Non, je comprends. Mais je vois, ça répond à ma question. Très bien. Alors, ce que je suggère, c'est donc on passe à la prochaine communication. Donc, je vois qu'il y a une question qui est arrivée entre-temps, mais pour qu'on puisse respecter le temps, là, je propose qu'on la garde pour la suite, pour soit la pause ou pour la discussion de fin de journée. Alors, la deuxième présentation de cette séance-ci est celle de Maxime Colleret. Donc, Maxime Colleret est doctorant au programme Sciences, Technologies et Société de l'UQAM et il est membre étudiant au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, CIRST. Il a publié plusieurs travaux sur le développement des institutions universitaires au Canada, notamment en ce qui a trait au transfert technologique, ainsi que sur les promesses des nanotechnologies et de l'intelligence artificielle. La conférence que va la présentation que nous fait Maxime Colleret aujourd'hui s'intitule « L'intelligence artificielle au Québec, : promesse de révolution et accaparement des ressources publiques ». Bien, premièrement, je voudrais remercier le CIRST de me recevoir aujourd'hui. Également, mes collègues Madi Kelfaoui et Yves Gingras. En fait, les données que je vais présenter aujourd'hui ont été publiées dans un article avec Madi Kelfaoui, puis un rapport avec Yves Gingras, puis également seront publiés dans le chapitre probablement de l'ouvrage collectif du CIRST qui paraîtra sous peu, j'imagine. Ce que je vais faire, c'est traiter en fait au départ brièvement des nanotechnologies, ce qui va me permettre de faire un comparatif par la suite avec l'intelligence artificielle. Comme je dis, la section sur les nanotechnologies sera assez brève parce que ce n'est pas nécessairement le cœur de la présentation et c'est un domaine qui est relativement connu. Bon, pour commencer, en fait, les nanotechnologies au début des années 2000 ont été le théâtre d'un engouement technologique important avec aux États-Unis la publication d'un rapport qui est celui du National Nanotechnology Initiative en 2000, qui va promettre toutes sortes de choses liées aux nanotechnologies et avoir un impact important à l'échelle internationale, notamment au Québec, avec la création au Québec d'un comité sur les nanotechnologies au sein du Conseil des sciences et des technologies, qui est l'instance consultative du gouvernement québécois en matière de sciences et de technologie. Ce conseil consultatif-là va publier 2 rapports fortement inspirés de ce qui se passe aux États-Unis. En fait, les publications américaines du National Science Council aux États-Unis forment essentiellement le cœur de la recherche documentaire des rapports du CST au Québec. Dans les publications du CST, on retrouve, je dirais, l'essentiel de ce que on peut avoir normalement dans une période d'engouement technologique, qui est un petit peu également ce que M. Dandurand a présenté là, dans la présentation précédente. Donc, mais peut-être, je dirais, une échelle, disons, sociale, politique, et non pas dans une question très précise d'études de cas.
On va retrouver, par exemple, l'idée que le Québec est vulnérable à la compétition internationale, donc en comparant le Québec à des pays comme les États-Unis ou la Chine, donc question d'échelle qui peut peut-être poser problème. Également, l'idée qu'étant donné que les nanotechnologies sont une technologie au carrefour de plein d'autres, on fait en fait le glissement entre cette position carrefour et les promesses de révolution de l'ensemble des domaines technologiques dans la société. J'ai mis ici une simple citation là, pour illustrer le propos. Un des rapports publiés en 2001 du CST dit « Le Québec demeure vulnérable et requiert que les deux paliers de gouvernement consentent à investir des ressources financières importantes. Les possibilités d'application des nanotechnologies sont pratiquement infinies et touchent tous les domaines technologiques qui peuvent venir à l'esprit. Si une partie seulement de ces applications se concrétise, elle entraînera des bouleversements inédits au sein des industries aéronautiques, automobiles, chimiques, électroniques, pharmaceutiques, de l'énergie, de l'environnement. Il y a donc lieu de prévoir que les nanotechnologies constitueront une troisième révolution technologique. On est toujours dans cette idée de révolution technologique, donc on se porte dans le futur à partir d'un constat dans le présent. Puis ça engendre en fait des interventions de l'État, parce que l'instance consultative en sciences et technologies de l'État lui dit qu'il doit se préparer à une troisième révolution technologique. L'État prend acte au Québec, puis commence à investir massivement en nanotechnologie au début des années 2000, avec des investissements qui vont avoisiner les 400 millions de dollars. Et ça passe en partie par la création de deux organismes au départ en 2001. C'est Nano-Québec et Nano-Québec Innovation. Ces deux organismes-là, en fait, vont fusionner quelques années après, dès le début des années 2000, dans une seule et unique organisation qui est Nano-Québec, ce qu'on appelle une organisation charnière. En fait. C'est un organisme, la plupart du temps, c'est sous forme d'OBNL, Nano-Québec est sous forme d'OBNL, qui se retrouve entre le champ universitaire et le champ économique et qui assure la liaison entre les deux. Souvent, dans les périodes d'engouement technologique, les universités sont perçues comme des incubateurs à technologie au service du secteur privé qui est un peu le fer de lance de la révolution technologique. Ça, c'est comme on va voir, je dis ça parce que ça va être important plus tard pour l'intelligence artificielle. Et ensuite, on a une période, un peu comme M. Dandurand disait, de désenchantement. En 2010, donc début des années 2010, il y a une révision considérable des attentes que j'illustre, je pourrais prendre un tas d'exemples, mais je l'illustre avec deux exemples concrets. Par exemple, en décembre 2014, Nano-Québec va devenir Prima Québec. Prima Québec pour pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés, Québec. En fait, ça illustre bien le propos parce que dans un contexte où l'engouement pour les nanotechnologies a considérablement diminué au début des années 2010, Nano-Québec va redéfinir son image publique et également ses stratégies de promotion. Parce que les nanotechnologies ne sont plus aussi propices d'attirer des fonds publics, le nouvel organisme va désormais mettre l'accent sur le potentiel stratégique des matériaux avancés. En second lieu, qui montre un petit peu la mesure de l'hyperbole, en 2006, le président de Nano-Québec affirmait que la part des ventes mondiales des nanos atteindrait 2600 milliards en 2014. Or, en 2018, différentes firmes de consultation estiment le marché mondial des nanotechnologies à une valeur qui oscille entre 40 et 75 milliards de dollars. Donc, c'est quand même beaucoup de sous, mais on est très loin là, des 2600 milliards promis en 2006 par le président de Nano-Québec. Ça, c'était pour la petite histoire là, de l'engouement et du désenchantement des nanotechnologies. Je passe maintenant à l'intelligence artificielle, qui a ses premiers balbutiements, je dirais, en 1956 à la conférence de Dartmouth aux États-Unis, conférence organisée par les mathématiciens John McCarthy et Marvin Minsky, qui, en fait, avaient comme idée, en fait, de reproduire, de simuler l'intelligence humaine et de la reproduire dans une machine. C'était l'idée de base dès le départ. Puis, rapidement, après cette conférence-là, est venue une sorte d'engouement, ou du moins une tentative d'engouement, de créer un engouement par les promoteurs de cette technologie-là. J'ai mis une citation de Herbert Simon et Alan Newell, qui étaient tous deux présents
à la conférence de Dartmouth, une citation qui date de 1958, qui est selon moi très importante parce qu'on va voir dans la prochaine diapositive, elle reprend essentiellement la même structure que ce qui est dit aujourd'hui par différents promoteurs. Ce que Simon et Newell disent, c'est la révolution énergétique des 18e et 19e siècles a obligé l'homme à reconsidérer son rôle dans un monde où sa puissance physique et sa vitesse étaient dépassées par la puissance et la vitesse des machines. La révolution en matière de résolution heuristique des problèmes obligera l'homme à reconsidérer son rôle dans un monde où sa puissance et sa vitesse intellectuelle seront dépassées par l'intelligence des machines. Le fait, c'est qu'on met toujours, on parle de la révolution industrielle du 18e et 19e siècle en disant que la machine à elle seule, c'est souvent, je dirais, déterministe. Hein? La technologie détermine le développement des sociétés, selon ces promoteurs-là, du moins dans leur discours. Les machines ont permis à l'homme de dépasser ses capacités physiques, puis désormais, il va y avoir une seconde révolution industrielle dans laquelle ça va être la puissance cognitive de l'homme, de l'être humain, qui va être dépassée. Or, ça, c'était les premiers balbutiements de l'intelligence artificielle. On sait qu'il y a eu 2 hivers, moments de désenchantement, où est-ce que les capitaux ont été retirés. Le premier de 1974 à 1980, puis le second de 87 à 93. Comme je disais, le titre de la diapositive est important. Je dis de Simon et Newell à Bengio. 59 ans d'écart, même rhétorique. Fait avec la montée de l'apprentissage machine, paradigme connexionniste, là, on pourrait revenir sur les différents paradigmes plus tard, qui sont causés en partie par la forte puissance de calcul des ordinateurs, puis la présence de milliards de données, là, étant donné l'ère du numérique de plus en plus présent. Il y a un retour d'un engouement pour l'intelligence artificielle, je dirais, au début des années 2010, un petit peu avant également. Avec le retour de cet engouement vient évidemment des campagnes promotionnelles. J'ai mis ici une citation qui reprend rigoureusement la même structure que celle de 58 de Newell et Simon, mais cette citation vient de M. Yoshua Bengio, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, est professeur d'informatique à l'Université de Montréal et considéré par plusieurs comme étant un des fondateurs de l'apprentissage profond. Cette citation provient d'un TED Talk prononcé à Montréal en 2017, dans lequel M. Bengio dit « Notre monde change de nombreuses façons et l'une des choses qui va avoir un impact énorme sur notre avenir est l'intelligence artificielle, entraînant une autre révolution industrielle. La précédente révolution industrielle a étendu la puissance mécanique de l'homme. Cette nouvelle révolution, ce deuxième âge de la machine, va étendre nos capacités cognitives, notre puissance mentale. Les ordinateurs ne vont pas seulement remplacer le travail manuel, mais aussi le travail intellectuel. Donc, on se retrouve, comme je disais, devant exactement la même logique que ce qui était dit en 1958. Donc, il n'est pas un gage de réussite, cela dit, si on fait la comparaison. Mais néanmoins, ce type de discours amène l'État, tout comme il l'avait fait en 2001 avec le Conseil des sciences et des technologies, amène l'État à mettre en place des instances consultatives pour le conseiller dans ses investissements en intelligence artificielle. En 2017, le gouvernement du Québec va créer le comité d'orientation de la GRAP en intelligence artificielle qui va le conseiller dans ses investissements. Puis, ce comité-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est s'inspirer des rapports des firmes de consultation, comme McKinsey, pour émettre des vérités au gouvernement du Québec. J'ai noté quelques éléments qui sont, je dirais, les plus parlants du rapport. Il y en a d'autres, là, on pourrait continuer longtemps, mais il y a une rhétorique axée sur la course internationale. On place le Québec en course avec la Chine, notamment, ou avec les États-Unis, sans prendre, encore une fois, de considération d'échelle. On va dire c'est terminé, il faut terminer parmi les gagnants de la course internationale qui bat son plein. C'est un premier élément. Ensuite, il y a l'idée que les transformations économiques sont inéluctables. Il va y avoir un impact inéluctable. Donc, étant donné que c'est inéluctable, il vaut mieux investir puis participer à la course que de la subir. Par exemple, avec la citation suivante, les applications d'IA amèneront nos industries graduellement, mais inéluctablement, à faire plus avec moins.
puis finalement des promesses économiques basées encore une fois sur des firmes de consultation comme McKinsey ici, qui reprennent sensiblement le même type de promesses qui avait été faite par le président de Nano-Québec avec son 2600 milliards en 2006. Ça dit, d'ici 2030, la contribution de l'IA à l'économie mondiale devrait atteindre les 15 700 milliards de dollars américains, comme si 10 pays de la taille du Canada faisaient leur apparition sur la planète et se mettaient à y injecter de la richesse. Tout ça amène l'État, finalement, après avoir mis une instance consultative en place, après avoir écouté cette instance consultative-là, amène l'État à délier essentiellement les cordons de la bourse. Nous, on a recueilli des données pour 2017 à 2019. Ce qu'on a recueilli, c'est un chiffre qui est assez conservateur parce qu'on voulait s'assurer de ne pas en mettre plus que ce qu'on pouvait véritablement vérifier. Il y a au moins 1 milliard qui a été promis à l'intelligence artificielle sur une période de 5 ans par le gouvernement du Québec. Puis, ça s'est passé par la création de 4 organisations charnières. Donc, un peu comme Nano-Québec faisait, la liaison entre le champ universitaire et le champ économique. 4 organisations vont être mises en place. Je ne vais pas détailler l'ensemble des organisations, là, on pourrait le faire plus tard, mais c'est des organisations qui sont assez connues. Le 3/4 sont sous forme d'OBNL. Ce sont Ivado, Ivado Labs, Mila et Scale AI. Ça, en fait, c'est important de le garder en tête, ces différentes organisations-là, parce que nous, on s'est intéressé aux personnes qui sont à la tête de ces organisations-là, puis qui conseillent également le gouvernement du Québec. Dans des figures, ici, je vous présente la première figure. Avant de la décrire, on s'est intéressé aux personnes des promoteurs dans ces organisations-là et dans les conseils consultatifs parce que, je prends une citation de Nick Brown et ses collègues dans Contested Futures, les discours hyperboliques sont indissociables des intérêts individuels ou collectifs des promoteurs, puisqu'en s'engageant dans une série d'activités rhétoriques, organisationnelles, matérielles, par lesquelles le futur peut être colonisé, les promoteurs cherchent aussi à s'assurer un certain type d'avenir pour eux-mêmes. Donc, c'est qu'en promulguant ces promesses-là, les promoteurs s'assurent d'avoir une position avantageuse au sein du champ qui bénéficie d'un engouement. La figure que je présente ici, représente les organisations au centre de l'infrastructure subventionnée en intelligence artificielle au Québec. Puis, on s'est intéressé aux équipes d'administration, donc les CA de ces organisations-là, les membres de l'administration, mais également les membres du conseil consultatif du gouvernement du Québec, qui est en bleu, là, on voit le COGIA, au centre de la figure. Ce que la figure représente, en fait, les liens entre les différentes organisations sont le nombre de personnes que les organisations ont en commun. Donc, si par exemple, un conseiller était au sein du COGIA en bleu et se retrouvait également au MILA, le lien allait être un petit peu plus gros que s'il n'y avait pas de personnes qui se retrouvaient simultanément sur les mêmes organisations. Donc, plus les liens sont gros, plus les organisations sont intégrées. Ce qui ressort de la figure, c'est qu'on est face à une forte intégration des organismes, ceux-ci étant essentiellement gérés par les mêmes individus. Premier constat. Deuxième constat, c'est que le COGIA est constitué des personnes qui gèrent les organismes qui reçoivent du financement public. Les conseillers devenant ici, en quelque sorte, les bénéficiaires des financements publics, que ce soit sur une base financière ou une base symbolique. Ce n'est pas parce qu'on est administrateur, par exemple, du MILA, qu'on reçoit directement l'argent. Mais en fait, on bénéficie symboliquement parce que notre organisme grossit, puis on gagne en crédibilité, je dirais, pour le dire comme ça. C'est ça, c'est pour l'intégration des organismes. Ensuite, on a fait une deuxième figure qui évacue les organismes au profit des individus, donc qui cartographie des liens entre les différents acteurs. La force des liens, ici, étant plus importante lorsque 2 acteurs siégeaient simultanément sur plusieurs organisations à la fois. Donc, par exemple, on a M. Yoshua Bengio au centre du réseau, puis M. Pierre Boivin un peu à gauche. Le lien est relativement fort entre ces 2 individus parce qu'ils se retrouvent simultanément sur plusieurs organismes à la fois ensemble.
4 communautés qui se détachent. Je passe les détails sur les communautés qui se détachent parce que ce qui est important, c'est le centre. Le centre, en fait, c'est constitué des dirigeants du MILA, d'Ivado Labs et du COGIA. Donc, en fait, les acteurs du MILA, d'Ivado Labs et les acteurs qui conseillent le gouvernement québécois au sein du COGIA se retrouvent au centre du réseau parce que ce sont eux qui vont lier les différentes organisations entre elles. Donc, par logique, ce sont eux qui constituent le cœur de l'infrastructure subventionnée de l'IA au Québec et qui ont le plus de poids pour orienter cette infrastructure-là. Puis, ça, c'est fondamental, mais on peut même aller un petit peu plus loin pour expliquer en partie pourquoi ces gens-là font autant de promotion de l'intelligence artificielle. Ici, on a fait un tableau sur la multipositionnalité des 10 acteurs centraux qui se retrouvaient dans la figure précédente. Ce qu'on voit, c'est que la plupart, voire la totalité des acteurs se retrouvent au moins dans 2 champs et la plupart se retrouvent dans 3 champs. Hein, par exemple, lorsqu'une personne se retrouvait conseiller gouvernemental, on le mettait dans le champ politique. Lorsqu'elle se retrouvait, par exemple, professeur d'université ou administrateur d'un centre de recherche universitaire, on le mettait dans le champ universitaire. Puis lorsqu'elle se retrouvait à la tête d'une entreprise, sur le CA d'une entreprise ou d'un incubateur, on le mettait dans le champ économique. Je vais aller peut-être un petit peu plus dans le détail dans la diapositive suivante qui reprend la même chose, mais on détaille les positions. Je vous invite à regarder, je dirais, à partir de la 4e, M. Pierre Boivin, par exemple, c'est le 4e à partir du haut. Dans le champ économique, on voit que M. Pierre Boivin est PDG de Claridge Incorporé, membre du CA de Canadian Tire et différents CA. Dans le champ politique, il se retrouve coprésident du comité consultatif du gouvernement du Québec, puis membre du comité consultatif du gouvernement fédéral. Puis dans le champ universitaire, il se retrouve président du CA, du MILA. Donc, en tant que conseiller gouvernemental qui conseille d'investir dans l'intelligence artificielle, notamment dans le MILA, M. Boivin se retrouve également président du conseil d'administration de cet organisme-là. C'est fondamental pour un concept en particulier qui est celui de multipositionnalité, qui permet de comprendre un petit peu le type de discours promulgué par ces individus. Selon Luc Boltanski, la multipositionnalité d'un nombre restreint d'acteurs, donc la position multiple de ces acteurs-là dans différents champs, favorise l'importation des agents d'un champ à l'autre, donc la circulation des langages, des manières, des thèmes et des questions. Elle concourt ainsi à la production de problématiques communes et contribue au travail d'intégration d'un groupe en produisant chez ses membres un sentiment de familiarité et de solidarité. Les interactions fortes entre ces 3 champs, donc, facilitent la formation d'objectifs communs, comme la promotion de l'IA et l'accroissement des investissements publics. Sauter celle-là pour simplement conclure avec la concentration des ressources. Tout ça concourt à ce que le gouvernement du Québec concentre ses ressources en sciences et technologies dans un domaine particulier, voire dans un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui est celui de l'apprentissage machine. Par exemple, MILA, Ivado et Scale AI ont reçu en 2019 80 millions de dollars de fonds publics de la part du gouvernement du Québec, alors que le FRQNT, qui finance pourtant l'ensemble des domaines scientifiques au Québec, scientifiques et de génie. Quand je dis scientifique, c'est sciences, disons, de la nature et du génie, avait un budget de 60 millions de dollars pour subventionner tous les domaines scientifiques. Je conclue sur ça. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Alors, merci. Je crois qu'il y a j'ai eu un petit peu d'écho. Merci beaucoup, Guillaume, pas Guillaume, Maxime, pardon, excuse-moi, pour cette communication. Donc, j'attends les premières questions qui pourraient arriver par texte. Sinon, je vous invite à lever la main là, parmi l'assistance si vous avez des questions. Je vois Madi qui lève la main sans utiliser le petit bouton, mais on le pardonne, bien entendu. Donc, je vais ouvrir ton micro. Vous m'entendez? Oui. OK. Merci, Maxime, pour cette présentation fort intéressante. J'aurais voulu peut-être aborder un point que
que tu n'as pas forcément, ou sur lequel tu n'as pas insisté dans la présentation, Mhm. c'est que dans la rhétorique des promoteurs, que ce soit des nanos ou de l'IA, on retrouve souvent des promesses de retombées positives, qu'elles soient sociales ou économiques. Mais on retrouve aussi des discours sur les risques associés à ces nouvelles technologies qui sont parfois aussi exagérés, voire même des fois un peu délirants, que les promesses positives. Et donc, il me semble, mais je ne suis pas certain, tu me diras ce que tu en penses, c'est que c'est souvent sur ces discours sur les risques perçus que vont se construire tous les discours sur l'éthique de ces nouvelles technologies. Donc, l'éthique de l'IA, l'éthique, comme l'éthique des nanos il y a 15 ou 20 ans, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Et à partir de là, est-ce que dans cette mesure, on ne pourrait pas se dire que justement les discours sur l'éthique, qui sont beaucoup de philosophes qui s'intéressent, qui vont chercher de l'argent et du financement sur des projets d'éthique de l'IA, justement, si ces discours-là, eux-mêmes, finalement, ne participent pas à cette hype qu'on peut voir sur l'IA ou les nanos il y a 20 ans. Mais en fait, merci Madi pour ta question. Je pense qu'il y a forcément un lien. D'ailleurs, parce que là, j'ai pris les nanos puis l'intelligence artificielle, mais j'aurais pu prendre les biotechnologies, par exemple, j'aurais pu prendre une autre technologie. Lorsqu'il y a une période d'engouement puis des promesses de perturbations socio-économiques majeures, évidemment, il y a la montée d'un discours sur l'éthique qui désire, je dirais, endiguer les problèmes que pourraient causer ces promesses-là. Donc, il y a un lien fort entre les promesses et l'éthique, parce que l'éthique, ouais, par exemple, il y a des gens qui vont s'intéresser en éthique aux transhumains, hein, comme si les transhumains étaient une promesse qui était avérée. Avérée ou non, mais du moins qui s'en vient là, dans les prochaines années, là, qui est parfois, d'ailleurs, selon moi, quelque peu délirant. Mais il y a aussi une participation, je dirais, pas nécessairement des communautés savantes, des philosophes, par exemple, qui publient dans des revues scientifiques d'éthique, mais je dirais aussi la mise en place de comités nationaux ou internationaux, par exemple en Europe ou au Québec, sur l'éthique. Au Québec, on a la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable qui ne s'intéressera pas nécessairement à l'ensemble des promesses de transhumains puis tout ça, mais va participer néanmoins à un engouement technologique en faisant des promesses, pas en faisant des promesses, mais en disant que l'IA pourrait constituer je dirais, des réponses à certains enjeux qui sont beaucoup plus complexes qu'une simple technologie. Par exemple, dans la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable, on a un passage sur la transition écologique. Le passage dit que l'IA doit faciliter une transition écologique forte de la planète qui, en fait, personne ne peut être contre ça, mais est-ce que l'IA, dans les faits, n'a pas des impacts écologiques importants, notamment lors de la période d'entraînement des algorithmes? Donc, on retrouve souvent dans ce type de discours éthique-là des vœux pieux, en fait, qui ne sont pas en adéquation avec la réelle technologie. Ce que certains philosophes vont appeler du ethics washing, c'est effectivement, je pense que tu es aussi au courant que moi, là, fortement présent dans les domaines de l'IA. Je dirais ça. Merci Maxime pour la réponse détaillée. Donc, dans le but de tenir un peu notre programme au plus proche de l'horaire qu'on s'est fixé, je propose qu'on passe tout de suite à la troisième présentation de cette séance-ci, en conservant évidemment les questions qui pourraient survenir pour une discussion de pause de la fin de journée. J'en ai eu moi-même une qui m'est arrivée entre-temps. Donc, la troisième présentation de cette séance de communication est celle de Florence Lucier-Lejeune. Florence Lucier-Lejeune est doctorante en sciences, technologies et société à l'UQAM et est aussi membre étudiante du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Pardon. Ayant elle-même contribué aux discours managériaux de transformation numérique
à travers des expériences professionnelles. Elle s'interroge sur les effets de cette rhétorique génératrice d'attente sur la trajectoire des technologies émergentes. Je vois qu'elle nous a déjà partagé son écran. Alors, sans plus tarder, je t'invite, Florence, à débuter ta session. Comme je l'ai fait avec les autres, je vais vous envoyer un petit message si jamais tu approches trop du 20 minutes qui t'est imparti. Alors, merci à toi. Super. Puis, je m'excuse à l'avance, j'ai des petits problèmes de connexion, donc j'espère surtout que je vais être en mesure de rester avec vous tout le long de ma présentation. Donc, c'est ça, l'objectif de ma présentation, c'est vraiment de décortiquer un peu le terme acteur de l'innovation, parce que quand on regarde la littérature sur la sociologie des attentes, les économies de la promesse, on va parler de ce terme générique-là, acteur d'innovation. On va aussi parler entrepreneur de la promesse, organisation prometteuse, communauté de promesse. Donc, j'essaie un peu dans la présentation ici de mettre en lumière qui seraient les acteurs dominants de cette économie de la promesse. Pour ce faire, je commence par une prémisse de base qu'on pourra discuter aussi, comme quoi la promesse, c'est un acte rhétorique, c'est un message positif qui vise à intéresser différents publics cibles. Donc, on part d'un émetteur qui émet ce message positif et qui essaie de rejoindre différents récepteurs. En retour, ces récepteurs-là vont développer des attentes, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, des attentes collectives qu'on parle principalement dans la sociologie des attentes et qui vont donc influencer en retour les promesses des émetteurs dont on a déjà amplement parlé aujourd'hui. Ainsi, un entrepreneur serait plus porté à faire des promesses sur l'IA que, disons, les systèmes experts, comme c'est un sujet plus à la mode, par exemple. Donc, je vais me servir de ce schéma pour distinguer les pôles émetteurs et récepteurs de chacun de ces acteurs de l'innovation. Évidemment, les frontières ne sont pas si étanches entre émetteurs et récepteurs. On peut occuper les deux positions à la fois, mais je vais essayer de voir le pôle prédominant pour chacun des acteurs. Je vais me servir aussi brièvement, là, je ne rentre vraiment pas dans le détail, mais du modèle de la triple hélice. Pour rappel, ce modèle-là stipule que l'innovation résulte d'interactions constantes entre différents acteurs qui proviennent soit de l'université, l'État ou l'industrie. Et donc, les zones intéressantes, ce sont les zones de chevauchement ici qu'on voit. Et je vais commencer, dans le fond, mon portrait par les acteurs de l'université. Puis, je veux souligner aussi que ma recherche ou la présentation, en fait, est surtout basée sur une revue de la littérature ici, donc une recherche en construction. Je commence donc par l'université. Les chercheurs entrepreneurs, on voit justement ce terme qui caractérise un peu les mutations de l'université qu'elle connaît depuis les années 80, où on voit que les chercheurs doivent contribuer à la promotion de l'innovation à travers des savoirs applicables, profitables pour la société. Donc, dans ce contexte économique, ils sont liés à amenés à faire certaines promesses, surtout justement sur ces retombées économiques. Puis, certains acteurs, justement, on vient de parler des nanotechnologies, qui ont été étudiés dans le cadre des STS, plus particulièrement parce qu'ils ont joué ce rôle de grands promoteurs à travers différentes promesses. Donc, les personnes qu'on voit ici, c'est Rick Dexler, qui a largement contribué à populariser les nanotechnologies dans les années 90, puis surtout à la fin des années 90. Et il faut se rappeler que son directeur de thèse était Marvin Minsky au MIT. Et il fait partie, là, Maxime rappelait plutôt les promesses qui sont faites entourant l'intelligence artificielle. Donc, Marvin Minsky aussi a largement contribué aux promesses qui ont été faites dans les années 50 et 60 entourant l'intelligence artificielle, des grandes déclarations qui ont dépassé le champ de la recherche pour rejoindre le champ des médias et même de films hollywoodiens.
Et comme il était aussi mentionné, certaines de ces promesses sont réactivées aujourd'hui par d'éminents chercheurs. On parlait de Bengio, là, je mets l'attention dans le cadre de cette publication à Jeff Hinton, qui, dans cet article du MIT Review, met l'emphase sur le fait que l'apprentissage profond va être en mesure de tout faire. Donc, on est vraiment ici dans la rhétorique de la promesse. Et je voulais aussi mettre l'accent sur le rôle des médias. J'en parle maintenant parce que je ne reviendrai pas sur le rôle des médias, mais évidemment, c'est un acteur très important dans cette économie de la promesse-là parce que justement, un premier niveau qu'on peut voir, c'est le traitement médiatique qui est fait. Donc, on va sélectionner l'extrait qui correspond à une promesse. Après ça, ça peut être aussi, comme on en parlait hier dans la présentation de Conrad, certaines sélections de titres de revues prestigieuses vont aussi contribuer à cette économie de la promesse et à mettre l'emphase sur certaines technosciences. Ce qu'on peut reprocher, si on veut, aux médias aussi, c'est de construire une espèce de culte ou de contribuer au culte de la célébrité entourant certains chercheurs entrepreneurs qui sont plus prompts à faire des promesses que d'autres. C'est pour ça que j'emploie le terme chercheur, entrepreneur, vedette. Je crois que Pierre-Benoît Joly l'a déjà employé dans une présentation. Donc, c'est pour cette raison qu'ils sont des émetteurs importants de cette économie de la promesse. Ils intéressent différents publics, dont évidemment les bailleurs de fonds pour aller chercher du financement pour leurs projets technoscientifiques, mais également certains membres de l'industrie. Ce qui m'amène à ma deuxième catégorie d'acteurs. Et industrie, comme tous les termes, sont quand même assez larges. Je vais distinguer entre investisseurs et entrepreneurs, en commençant par les investisseurs. Donc, si on regarde comment se fait le financement des jeunes entreprises qu'on appelle dans le jargon, ce sont principalement tous des termes anglophones comme start-up, elles sont largement financées par du financement privé des investisseurs en capital de risque qui se proposent justement de prendre une part de l'entreprise en retour d'un espoir de gain futur. Et ce gain futur se fait grâce une fois que la start-up est acquise ou une fois qu'elle rentre sur le marché public, qu'elle rentre sur le marché boursier. Donc, à l'intérieur de ces différentes rondes de financement-là, ce que font les investisseurs en capital de risque, c'est vraiment de transformer les promesses des startups en valeur économique et à spéculer vraiment sur la valeur future de cette entreprise-là. Puis évidemment, bon, le Graal, ce qu'on vise, c'est une valeur de 1 milliard de dollars qui est une licorne. Donc, c'est pour ça que toutes ces phases qui précèdent, dans le fond, l'entrée sur le marché boursier, selon un article de 2015 de Paul Martin qui a fait la présentation ce matin, il parle d'un régime de l'espoir. Donc, toutes ces pratiques spéculatives pour monter la valeur de la jeune entreprise est appelée à carburer énormément à un régime de promesse. Et ce n'est pas parce qu'on rentre sur le marché boursier que pour autant, on se retrouve avec moins de promesses. C'est différents types de promesses qui sont observées. Puis il faut se rappeler que la finance même va reposer sur une notion de promesse, une promesse de rendement futur, donc qui est visible sur le cours des actions. Si on anticipe une croissance, bien, le cours va monter. Si on anticipe un retrait, bien, le cours va descendre. Et ce qui a été étudié au niveau des SCS, ce qui est intéressant, c'est comment les investisseurs, donc le deuxième acteur, les investisseurs sur le marché public, créent une espèce d'espace protégé entourant une technoscience quand celle-ci connaît un fort engouement. Donc, ils vont en quelque sorte suspendre les critères objectifs, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de ratios, par exemple, économiques qui vont être, et financiers qui vont être utilisés pour analyser la valeur d'une entreprise ou d'un secteur. Mais quand il y a un grand mouvement de hype, on va suspendre ces critères-là et on va plutôt investir de manière un peu mimétique pour suivre la vague. Et c'est ce qui a été étudié, c'est peut-être un cas classique, c'est la bulle Internet de mars 2000 qui a explosé en mars 2000.
Donc, tout ça pour dire que les investisseurs sont des acteurs importants de cette économie de la promesse parce qu'ils adhèrent à ces promesses-là et ils transforment justement concrètement ces promesses en valeur économique. Maintenant, si les investisseurs, en quelque sorte, financent la promesse, les entrepreneurs sont responsables de les articuler par la mise en récit, donc par différentes techniques narratives et un autre terme anglophone qui est utilisé, c'est le storytelling. Donc, cette mise en récit est très importante pour justement convaincre un large auditoire que notre technoscience dont on fait la promotion est plus intéressante qu'une autre. Et c'est là qu'on peut voir certains effets performatifs de ces promesses qui sont prononcées à travers ces techniques narratives-là. Un exemple, l'archétype, si on veut, de l'entrepreneur prompt à émettre différentes promesses, c'est Elon Musk. Et justement, ce qu'on voit à l'écran, c'est comment, quand il émet un message positif en l'endroit d'un certain titre, dans les minutes qui suivent, le titre va gagner de la valeur. Donc, c'est cet effet performatif qu'on peut observer à travers les messages de cet entrepreneur. Donc, il y a différentes dérivées du terme entrepreneur. J'ai déjà parlé de chercheurs entrepreneurs, d'entrepreneurs aussi, des jeunes pousses, des startups qui doivent convaincre les investisseurs en capital de risque d'investir dans leurs projets. Mais il y a une autre dérivée du terme intéressante, c'est les intrapreneurs. Donc, ce sont des employés de grandes entreprises, la plupart du temps, qui vont incorporer les qualités recherchées chez les entrepreneurs. Donc, une certaine autonomie, une inclinaison à la prise de risque et une promotion de l'innovation. Donc, justement, tous ces discours positifs qui entourent la technoscience. Et je classerais sous ce vocable intrapreneur les évangélistes technologiques, parce que oui, c'est un titre qui existe véritablement, qui a émergé dans l'Ouest américain à partir des années 2000 environ. C'est pas, je ne dirais pas que ce seront des acteurs dominants de l'économie de la promesse, mais disons que le titre en soi est très parlant parce qu'il nous indique justement que leur objectif, c'est de faire des discours messianiques à essayer de convaincre une masse critique d'utilisateurs à justement utiliser le logiciel ou la technologie dont ils font la promotion. Donc, puis là, juste pour montrer que je ne fabulais pas, là, que c'est vraiment des titres qui existent, il y a un poste de techno-évangéliste chez Amazon si vous êtes intéressé. Maintenant, là, j'ai fait le tour de la recherche, de l'industrie. Je voulais aussi parler d'État, mais en fait, on en a parlé beaucoup déjà aujourd'hui, l'espèce d'État entrepreneur qui est très présent dans cette économie de la promesse. Donc, je situe deux pôles. J'ai passé brièvement sur les entrepreneurs, sur leur pôle, parce que c'est un pôle émetteur très important. Et ceux des décideurs publics, à mon sens, ils se retrouvent avec ces deux différents pôles. Parce qu'au niveau récepteur, les décideurs publics sont influencés par les promesses qui sont déjà en circulation, qui viennent, entre autres, justement, de ces chercheurs entrepreneurs, qui viennent de l'industrie également, qui annonce que ce nouveau secteur-là est très prometteur. Vous devez investir dans ce secteur-là, vous allez créer de l'emploi, vous allez créer des retombées importantes. Et donc, ils sont amenés dans cette économie de la promesse-là à jouer un rôle d'investisseur en capital de risque. Donc, à justement financer l'innovation qui est estimée trop précoce pour amorcer sa phase de commercialisation. Donc, ici, les décideurs publics vont transformer les promesses des entrepreneurs en investissements massifs. On vient justement d'en parler au niveau de l'intelligence artificielle. On estimait à plus d'1 milliard les investissements publics faits. Donc, je rappelais justement ces investissements importants qui avaient été faits au niveau de l'intelligence artificielle, surtout basés sous prémisse de promesses, de rendement futur.
Et du côté émetteur, bon, c'est peut-être plus intuitif. On voit justement, on est en période électorale, on pense que les politiques, c'est ce qu'ils font, des promesses. Mais ce qui est intéressant de voir dans les économies de la promesse, c'est comment les décideurs publics vont façonner cet engouement, cet effet de hype en inscrivant de manière formelle les promesses dans des politiques publiques, dans des stratégies nationales, dans des budgets. Donc, elles sont visibles et contribuent à cet effet d'engouement et de désenchantement aussi envers certaines technosciences. Donc, ça fait le tour rapidement des différents cercles ici de l'université, de l'État et de l'industrie. Ce qui est intéressant dans le modèle de la triple hélice, c'est les zones d'interaction entre justement l'université et l'industrie. On voit justement au niveau de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs organismes de transfert qui ont été créés justement suite à de nombreuses promesses. Donc, en quelque sorte, à mon sens, ils jouent un rôle de réactiver sans cesse les promesses initiales qui ont été faites. Mais dans le cadre de ma présentation, je vais me concentrer plus sur les grandes firmes de consultants à titre d'acteurs intermédiaires. Donc, je donne ici des exemples de grandes firmes de consultants. Il y en a plusieurs, mais elles ont différentes spécialités qui sont souvent liées à leur historique. Par exemple, pour ce qui est des firmes comptables. Et ce que je voulais souligner ici, c'est que chacune de ces grandes firmes-là vont quand même avoir un volet qui se concentre au numérique, à tout ce qu'on appelle la transformation numérique, le virage numérique. C'est un domaine depuis c'est ça, une vingtaine d'années en demande sur le marché et c'est donc ces firmes-là vont être amenées à accompagner beaucoup l'industrie, beaucoup l'État à travers ce virage numérique-là. Et une activité qu'ils font, c'est des études de prospective. Donc, les études de prospective, c'est vraiment quantifier le futur de ces technosciences-là, donc associer une valeur économique concrète à les promesses déjà en circulation. Et ces promesses, disons, crédibles, sont visibles dans de multiples rapports pour justifier des investissements majeurs. Donc ici, je donnais, puisqu'on parle de l'intelligence artificielle, je donnais un extrait du mémoire qui a été déposé par le MILA dans le cadre de la consultation sur le renouvellement de la stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation. Ça a donc été déposé récemment, au mois de mai. Et pour appuyer justement ces différentes promesses entourant l'intelligence artificielle, qui sont quand même substantielles, donc on parle ici de 25% de croissance, de gains en productivité, des vies qu'on va sauver grâce à l'intelligence artificielle. Donc, pour les justifier, pour les légitimiser en quelque sorte, on va apposer des firmes de consultants, des sources provenant des firmes de consultants, des grandes firmes. Et bon, c'est anodin, là, mais je trouvais intéressant de remarquer que les enjeux, eux, ils n'ont pas besoin de sources crédibles, seulement les gains en opportunités. Et dans le cadre de ma recherche, je voulais être un peu plus concrète sur le rôle des grandes firmes de consultants. Donc, je voulais regarder de plus près McKinsey, mais j'aurais pu prendre Accenture, j'aurais pu prendre une autre grande firme, parce qu'elles jouent un rôle important dans le développement de la technoscience, mais en même temps, elles sont très discrètes et difficiles d'accès. Mais ce qu'on remarque, c'est comment, justement, elles ont ces deux pôles. À la fois, elles vont émettre énormément de promesses, mais des promesses qui sont crédibles. À ce titre, elles ont une filiale, le McKinsey Global Institute, qui est un think tank qui produit uniquement, principalement, des études économiques sur des promesses de rendement futur de différents secteurs. Donc, principalement au niveau de la technoscience. Pour donner un exemple, la firme a produit en 2011 et publié le rapport Big Data, The Next Frontier for Innovation, et qu'on voit à l'écran. Il y a une grande résonance. Je ne dirais pas que tous les rapports ont cette grande résonance-là, mais il a été cité par les médias, par la recherche,
par différents acteurs de l'industrie et aussi par le gouvernement, dont au niveau fédéral, au niveau du bureau exécutif du président aux États-Unis et à de multiples reprises par le CDE pour justifier des investissements majeurs dans les mégadonnées. Et elles vont faire ce type de rapport-là sur différentes technologies ou technosciences. Et parallèlement à ces promesses crédibles qu'elles vont produire, elles vont aussi investir dans ce type de promesses. Donc, au niveau de l'analytique avancée, elles ont fait à peu près une dizaine d'acquisitions depuis les 10 dernières années. Elles sont aussi amenées à jouer le rôle d'investisseurs de capital de risque, puisqu'elles ont participé, par exemple, à la deuxième ronde de financement d'Element.AI. Donc, elles ont ce volet, justement, d'investisseurs en capital de risque également. Donc, je me limite un peu à ce portrait pour l'instant pour arriver à des premières conclusions ou plus des questions d'ouverture également. Donc, pour rappel, je me demandais quels étaient les acteurs prédominants de ces économies des promesses. Puis, à la lecture de ma recherche, dans le fond, il me semble évident que le grand public est absent de ces acteurs-là. Et ça reflète aussi le côté hégémonique, comme Pierre-Benoît Joly le dit, des économies de la promesse, parce que justement, les citoyens ne sont pas inclus ou sont simplement considérés comme des consommateurs futurs. Donc, les promesses ici servent uniquement comme outil rhétorique pour assurer une acceptabilité sociale des technosciences. En fait, c'est ça, j'arrive avec plus de questions au final qu'au début, là, mais ce qui me paraît frappant aussi, c'est, bon, parler d'acteurs d'innovation, c'est évidemment peut-être pas le meilleur terme non plus, parce que est-ce que ce ne serait pas plutôt acteur de la financiarisation de l'innovation, parce qu'on voit ce rôle prépondérant d'une logique financière et des acteurs provenant de la finance. Donc, des acteurs provenant de la finance, comme justement les investisseurs en capital de risque, qui étaient très, très présents justement au tournant de la bulle Internet, mais qui reprennent de l'importance au courant des dernières années. Et aussi, ce qu'on voit, c'est différents acteurs plus traditionnels développer un volet investisseur en capital de risque également. Donc, qui favorise des pratiques de spéculation entourant le développement de la technoscience. Autre élément qui me pose, autre question que je me demande, dans le fond, c'est est-ce que acteur de l'innovation est encore une fois le bon terme? Je réponds que non, parce qu'on parle plutôt des acteurs qui font la promotion de l'innovation, à quel point ils vont contribuer concrètement à l'innovation, on peut vraiment se poser la question et contribuer plutôt au discours qui fait une promotion que l'innovation est un moteur de croissance économique. Et je prends cette distinction-là, entre autres, de Vinsel et Russell, qui parle de l'innovation delusion, et que justement, ces acteurs de l'économie des promesses participent plutôt à des discours plutôt que de la réelle innovation. Donc, je vais terminer là-dessus et je mets quelques extraits de bibliographie. Excusez-moi, je cherchais mon bouton unmute qui était disparu. Merci beaucoup, Florence, pour cette très, très, très intéressante présentation. Je ne doute pas qu'il y aura des questions qui vont se survenir. Je vois des petits applaudissements. Je vois une main levée ici, qui est une main de notre collègue Guillaume, que j'invite à prendre la parole dès qu'il est. Merci, Florence, pour ta présentation. J'ai trouvé ça super intéressant. Je connaissais un petit peu où tu t'en allais, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Là, j'ai une question. Je ne sais pas trop si elle est pertinente, je la pose de toute façon, mais c'est surtout par rapport aux investisseurs ou aux firmes des acteurs intermédiaires. Puis aussi en lien avec, c'est surtout à la fin de ta présentation, quand tu reconsidères l'acteur de l'innovation comme concept. Puis je me demandais est-ce que ces acteurs-là ne sont pas
sont pas habilités à bien comprendre la dynamique, si on veut, des attentes ou d'économie de la promesse pour en tirer profit. Est-ce que c'est pas ça un peu? Est-ce que ces acteurs-là ne se distinguent pas un peu des autres parce qu'ils travaillent dans ce milieu-là, puis ils génèrent vraiment... des profits à partir de ça? Est-ce que ça, c'est une piste qui pourrait être intéressante pour peut-être différencier ces acteurs-là des autres acteurs qui font partie de l'économie de la promesse? Je pense que c'est ça. Moi, j'ai une vision qu'ils utilisent stratégiquement là, les promesses à leur propre fin. Certains vont dire que ce n'est pas toujours le cas, les économies de la promesse. Souvent, on est comme contraint économiquement à faire des promesses, comme le cas des professeurs-chercheurs qui ont été tous pris à faire des demandes de financement, donc à faire des promesses en quelque sorte, mais je pense que les acteurs qui sont vraiment la source de ces économies de la promesse-là, effectivement, le font intentionnellement, stratégiquement, sachant qu'ils vont attirer, c'est ça, des capitaux financiers et symboliques. Là. Ouais. Merci. On aurait peut-être le temps pour une toute dernière question avant de passer à une courte pause avant la prochaine séance. Je ne sais pas si quelqu'un ne voit pas de main qui se lève. Moi, j'aurais peut-être quelque chose en complément de ça. Je voyais tout à l'heure, tu faisais un peu la distinction entre les investisseurs qui donnaient des sources et qui appuyaient les choses sur du quantifiable, du vérifiable, des études, etc. Et le pôle récepteur qui, justement, bon, tu disais, les enjeux, eux, n'ont pas besoin d'être appuyés sur des sources, en faisant aussi un lien avec l'idée de la suspension des critères objectifs là, qui formait une espèce de zone sécuritaire. Puis, en fait, ça m'a juste fait me poser la question s'il n'y avait pas moyen d'établir un lien avec une autre situation de promesse ou de bulle. Bon, ça fait référence à la bulle des .com au tournant des années 2000, mais je pensais par exemple à la bulle immobilière et à la crise financière aux États-Unis qui a eu des répercussions énormes, mais qui se base sur un storytelling beaucoup plus grand qui serait peut-être l'idée du American Dream qui renvoie encore à cette idée-là de quelque chose de très vaste et de lumineux, si on veut, tu sais, de la foi. Oui, bien c'est ça, je pense. Ça me fait penser à plein de choses en même temps, mais ce que je vois principalement, le lien, c'est, mettons, la crise financière de 2008, c'est vraiment lié à des nouveaux outils de la financiarisation, donc à des papiers commerciaux qui ont créé cette crise économique-là, cette crise financière, en fait. Donc, cette financiarisation, justement, elle a vraiment pogné une débarque, en bon français, à partir de 2017-2008. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment lié à des pratiques spéculatives sur l'investissement immobilier, mais qui était un instrument précis financier, là, qui étaient ces papiers commerciaux-là. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a des grands récits aussi, comme tu parles de l'American Dream, là. Mais là, je vois moins le lien. Mais peut-être que. Mais effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est comment ils vont stabiliser un peu des environnements incertains à travers ces différentes promesses-là, effectivement. Là. Dans l'idée du American Dream, c'est plus, bon, je voyais un peu l'espèce de promesse de la maison avec la cour Oui, et tout, oui, qui tout à fait, tu as raison. les gens, finalement, devenaient un peu victimes de la rhétorique, qui profitaient du crédit accordé sur base de rien, là, oui. Oui, puis quand on dit crédit, c'est exactement ce qu'on dit. On dit la foi, puis la suspension, justement, des critères objectifs. C'est la croyance aussi, le crédit. Ah, ouais. Donc voilà, je crois qu'on est en train de se demander si on va directement dans l'autre salle ou qu'on réactive quand même la pause qui sera là pour 4 minutes. Donc, on va ouvrir la salle de pause. Je vous invite à nous y joindre. Puis, dès 11h35, on devrait intégrer la prochaine salle pour la deuxième partie de cette séance qui portera le même titre.